Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello Jade, bienvenue sur Antipop. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Anne-Claire. Tu es la créatrice du podcast qui s'appelle Pourquoi t'as fait ça ? C'est pas un podcast pour engueuler ses enfants, c'est un podcast d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux compléter cette présentation avec la façon dont tu te présentes au monde d'habitude ? Oui, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Mon podcast où il parle d'interviews d'entrepreneurs et à côté de ça, là je suis à fond sur le podcast et j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à créer et à gérer leur podcast d'entreprise. Génial. Pourquoi est-ce que tu as décidé, donc c'était en 2022, j'imagine que c'était à l'approche de l'été, pourquoi tu as décidé de lancer ton podcast, Jade ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel, je l'ai acheté en 2019. Donc j'ai attendu pas mal de temps. Je l'ai acheté parce que j'avais une mission client sur du podcast. Du coup, j'ai fait cette mission client, mais j'avais aussi l'idée d'en faire un pour moi. C'est pour ça que j'avais investi dans le matériel. Mais je ne trouvais pas le sujet, l'angle. Voilà, surtout dans le marketing, il y a quand même beaucoup de podcasts dans le marketing, etc. Et en fait, l'année dernière, je me suis dit, mais moi, j'écoute énormément de podcasts, d'interviews d'entrepreneurs, et j'ai du mal à me voir dans ces entrepreneurs-là, qui sont beaucoup des hommes blancs, beaucoup de personnes aussi qui sortent de grandes écoles, etc. Et je me suis dit, et pourquoi j'irais pas donner la parole à des personnes qui me ressemblent ? Et c'est comme ça qu'est né ce podcast « Pourquoi t'as fait ça ?» qui va du coup questionner le pourquoi des personnes qui ont fait un choix de cœur dans leur vie pro, pas seulement des entrepreneurs, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mais c'était pour donner plus de visibilité en fait, et c'était plutôt un side project du coup. C'était pas forcément lié à mon business. Et depuis 1 an que tu opères sur Pourquoi t'as fait ça ? Quelles ont été un peu les grandes évolutions de ton rapport à ton podcast ou des choses que tu as pu mettre en place depuis 1 an ? Alors, plein de choses parce que c'était tout un tas d'expérimentations. C'est vrai qu'au début, je pense que la première chose, parce que c'était un podcast du coup d'interview, j'ai d'abord interviewé des proches, des gens qui étaient autour de moi, qui étaient dans mon cowork, etc. J'avais cette barrière de me dire que j'allais interviewer des personnes que je connais pas, des personnes que j'avais très envie d'interviewer, mais je me disais, mais ils vont jamais me dire oui. J'ai trouvé une parade en demandant aux invités de me donner le nom du prochain invité, donc ce qui m'a permis d'avoir cette petite accroche, cet icebreaker pour aller voir des gens que je connaissais pas. Et au final, les personnes étaient très enjouées en fait qu'on leur demande de participer à chaque fois. J'ai jamais eu de déconvenue, même si la personne n'est pas dispo, mais voilà, ça reste ultra cordial. Moi, j'avais peur que les gens me disent mais qui es-tu pour... mais pas du tout. Et ça, du coup, ça a vraiment levé une barrière. Et depuis, donc là, c'était, on va dire, au bout de 6 mois, là, j'ose aller voir les personnes que j'ai envie d'interviewer, même qui n'ont pas été citées dans le podcast, d'aller les voir et de leur demander. Donc ça, c'est une grosse évolution. Et après, la grosse évolution majeure que je vois, c'est d'ordre technique. J'ai pris en main logiciel de montage, donc j'ai beaucoup évolué sur la technique, et j'ai beaucoup aussi rationalisé le temps que je passais sur mon podcast, à mettre des process en place, etc. pour gagner du temps. D'ailleurs, c'est le sujet sur lequel nous allons te questionner, te cuisiner en deuxième partie de cette conversation. Mais avant ça, j'ai d'autres questions sur ton parcours de podcasteuse. Comme tu le soulignais, ton podcast, c'était un side project au départ, mais de ce que j'observe sur ta présence sur LinkedIn, sur ta ligne éditoriale, tu y abordes de plus en plus des sujets qui ont trait à ton activité d'entrepreneuse. C'est comme tu te présentes, tu dis ce que tu fais, etc. Donc j'ai l'impression que ton podcast, il est en train de prendre une place de plus en plus grande dans ta vie pro. Quelle place tu lui donnes aujourd'hui et comment tu l'as introduit dans ton écosystème professionnel aujourd'hui ?
C'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, j'ai vu que le fait d'avoir un podcast venait donner une certaine légitimité et que ça m'apportait des opportunités, professionnelles et du coup, c'est pour ça que, je me positionnais, j'essayais de voir comment, je pouvais, mettre en avant ce que je faisais à l'intérieur de mon podcast. Il y a même des invités qui m'ont dit, «Tu te mets pas assez en avant», parce que moi, c'était pour l'invité que je le faisais et je l'avais pas imaginé comme ça, donc c'est vrai que ça a évolué au fur et à mesure. Après j'ai mis quelques épisodes solo aussi. Là, maintenant, il a une place centrale parce que je suis tombée amoureuse du podcast et que maintenant, là où, pendant 5 ans, j'étais sur, des stratégies de content marketing, d'inbound marketing, donc des sujets assez larges. Aujourd'hui, je me présente comme podcast manager parce que j'ai envie, voilà, d'accompagner sur ce média-là que j'adore, quoi. Donc là, une place centrale, c'est clair. Ouais, c'est quelque chose que j'observe souvent dans les parcours des podcasteurs, podcasteuses que je connais, de ma communauté, clients ou même des copains. C'est que le podcast, il a toujours un impact sur ta vie perso. Ça te permet de aller contacter des gens que t'imaginais ne jamais pouvoir contacter. Ça, c'était ton cas aussi. Il y avait je comprends, une timidité ou un blocage intérieur au départ. Ça peut aussi avoir un impact sur ta vie pro parce que tu vas développer des nouvelles compétences ou tu vas découvrir un secteur que tu as envie de creuser. Et je trouve ça trop cool parce que, en fait, le podcast en lui-même, c'est pas important. C'est ce que ça te permet de réaliser. C'est ce que ça te permet d'accomplir. Et c'est trop chouette d'en prendre conscience comme toi et puis de décider de faire le pas et d'y laisser beaucoup de place. Du coup, là, je comprends que pour la suite, c'est de donner encore plus de place au podcast en tant que plateforme pour te faire connaître ton activité, mais aussi comme sujet aussi de prestation. C'est quoi tes défis pour la suite par rapport à pourquoi tu as fait ça? De quoi tu rêves? Pour mon podcast «Pourquoi t'as fait ça?», je veux absolument continuer à donner cette visibilité aux entrepreneurs qui en ont moins, à avoir des discussions qui, moi, me nourrissent et me font grandir, mais de dingue. Donc ça, je veux le garder. Là, à la rentrée, j'avais introduit un épisode solo qui était plus sur, le podcasting, le contenu, mais au final, je me suis rendu compte et ça, c'est un peu j'en ai encore parlé nulle part, mais du coup, quand il sortira, normalement, le projet aura avancé. J'ai en fait décidé de créer un second podcast, en 2024 qui sera dédié, au podcasting et à la communauté. Donc pour que, vraiment, je puisse pousser ce sujet à fond et que ce podcast soit, lié directement à mon business et que je puisse laisser vivre le podcast, d'interviews d'entrepreneurs, à côté. Ok, trop chouette. Un choix de scinder du coup tes sujets pour, j'imagine, les traiter différemment. Eh ben, trop chouette. On suivra ça de près du côté de EcoFactory. Aujourd'hui, on va parler, tu disais, d'organisation, de process, et tu m'as dit, moi, il y a un sujet sur lequel j'ai beaucoup bossé, qui est le recyclage de contenu. C'est quoi ton premier déclic par rapport au recyclage de contenu? Est-ce que tu te souviens d'une fois où tu t'es dit: «Ah mais ouais, c'est la solution à mes problèmes», ou «Ah mais ouais, il faut vraiment que je creuse ça»? En fait, le sujet du recyclage de contenu, il était déjà très présent, dans mes missions de content marketing. Je devais créer, beaucoup de contenu pour moi et pour mes clients. Des fois, j'avais plein d'idées, mais je pouvais pas, aller au bout parce que manque de temps, donc fallait faire des choix, c'était assez frustrant. Les clients disaient qu'eux n'avaient pas le temps, quand je travaillais sur la stratégie, qu'eux n'avaient pas le temps de traiter tous ces contenus, que c'était énorme et en fait, quand j'ai démarré le podcast, je me suis dit: «Mais en fait, ce qui manque, c'est justement d'avoir un contenu pilier et de pouvoir, en extraire tous les contenus» et en fait, c'est ça qui optimise le temps de dingue. Donc c'est mon expérience de content marketing et le fait d'avoir développé un podcast et de me rendre compte que la promo est clé et je pense que ça tu le dis souvent dans tes interventions, sur les réseaux sociaux, sur ton podcast, que la promo est très importante. Donc je me suis dit, «Mais en fait, il faut se concentrer, sur un média» et à l'heure où, la vidéo est très importante sur les plateformes de réseaux sociaux, tout de suite, je me suis dit, «Je vais faire mes interviews filmées»
Et du coup, des interviews, je vais pouvoir en sortir au moins une dizaine de contenus par épisode sans avoir à traiter le fond, juste en traitant la forme, en partant de ce contenu de base. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont une vague idée de ce que c'est le recyclage de contenu, comment tu le présentes à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette technique? Alors, pour moi, le recyclage de contenu, c'est, du coup, partir d'un contenu qui est plutôt, gros, on va dire. Donc ça peut être un article de blog, une vidéo YouTube ou un podcast, un épisode de podcast et de venir le découper, donc soit différents sujets ou différents formats. Donc c'est-à-dire à partir d'un épisode de podcast, on va pouvoir faire, 3 vidéos verticales d'extraits de ce podcast. On va pouvoir faire un carrousel des 5 conseils que l'invité ou que vous-même vous avez donné dans le podcast. On va pouvoir en sortir un article de blog qui va s'appuyer sur la retranscription de l'épisode. Donc c'est vraiment partir de ce contenu 10 piliers parce que c'est le contenu le plus riche pour en faire des micro-contenus qu'on va pouvoir diffuser sur différentes plateformes. Comment est-ce que toi, tu fonctionnes aujourd'hui avec pourquoi tu as fait ça ou pour tes clients? C'est quoi tes étapes de mise en place du recyclage de contenu d'un projet X? Sur un épisode, je fais en sorte que cet épisode soit filmé avec l'accord bien sûr de l'invité. Je le préviens que je vais utiliser du coup la vidéo pour la promotion et ensuite en fait je me suis défini, des types de contenus. Donc je sais que je vais faire, 3, vidéos verticales, un article et que, je vais pouvoir faire un carrousel et en fait, de là, quand je traite l'épisode, quand je traite l'audio de l'épisode, je vais repérer les différents passages et les différents éléments qui vont me permettre, de faire ces différents contenus. Je m'appuie beaucoup sur la retranscription. Du coup, ça me permet d'aller plus vite que de réécouter si à un moment, voilà, j'ai un doute ou si il me faut un autre passage. Donc je m'appuie beaucoup sur la retranscription et je m'aide énormément de ChatGPT via la retranscription, qui va autant m'aider sur, tout ce qui est, description de l'épisode, le chapitrage et après, les différents contenus et aussi je m'appuie sur, Riverside, l'outil que tu utilises là pour enregistrer qui permet, de générer des extraits, bon en français il est pas encore super bon mais mais en tout cas ça permet de faire des extraits vidéo, et de gagner énormément de temps, sur cette partie-là. Donc, ta grille de contenu avec mon contenu pilier, c'est mon podcast vidéo. Et ensuite, j'en tire, t'as listé un carrousel, un article, des mini-clips vidéo, etc. Est-ce que, par exemple, le contenu du carrousel, tu vas l'anticiper dans ton interview? Tu sais que tu vas poser toujours telle et telle question et du coup, c'est pour comprendre bien la logique de ton recyclage. Ben, justement, ça c'est des choses, que je vais expérimenter dans le second podcast parce que là, le concept de «Pourquoi tu as fait ça?» c'est qu'il y a aucune préparation, donc il y a aucune question en amont. C'est que, de l'impro total, sur le moment, même pour des personnes que je ne connais pas. Voilà, je me mets vraiment en position découverte donc du coup, ça prend un peu plus de temps parce que je ne sais pas et parfois je vais pas en sortir un carrousel du coup. Peut-être que ça va être un extrait vidéo en plus, mais quand je pense au podcast que je veux sortir sur le podcasting et la communauté, là, je travaille justement sur une trame bien précise qui va me permettre de ressortir à chaque fois au même moment, en fait, les éléments qui vont être dans le carrousel et cetera. Effectivement. Ouais, tu as vu avec l'expérience quelque chose qui est clé dans le recyclage que moi j'ai aussi mis en place du coup sur mon écosystème, c'est de se dire que le recyclage ça te fait gagner du temps, mais ça en amont, si en aval tu l'as anticipé dans ta conception. Donc toi dans ton premier podcast il y a ce concept de à la one again positif hein, j'y vais avec le flow, je vais discuter etc. Et ce qui fait que tu peux pas cadrer en amont pour pouvoir bien recycler. Donc même s'il y a cette intention de recyclage, le fait de utiliser le transcript, ChatGPT, ça te demande une certaine exploration pour aller isoler la matière, pour aller le mettre dans des petits cases du carrousel, etc. Et c'est vrai que si on veut, moi c'est un conseil que je donne toujours aux personnes que j'accompagne, si vous voulez intégrer le recyclage, ça demande un certain nombre de structures parce que en fait c'est
c'est de la systémisation, le fait de faire du recyclage. On peut faire un système parce que on a une certaine matière première qu'ensuite on va vouloir formater, structurer de certaine manière. Mais si à chaque fois tu dois réinventer le moule, si tu sais pas exactement quelle partie de ton interview va être mise dans quelle case de ton carrousel, en voulant gagner du temps, parfois on n'en gagne pas tant que ça. Donc c'est effectivement une super chose et je serais contente que tu me dises quelques semaines après avoir implémenté ta nouvelle structure, c'est une bonne intuition de se dire il faut que je cadre davantage ma matière première pour que je puisse isoler de manière plus facilement ce que je vais recycler ou je ne vais pas recycler. Exactement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec les épisodes solo que j'ai fait en septembre. Je savais à l'avance. En fait, j'ai fait mon épisode en pensant déjà aux contenus finaux et ça va beaucoup plus vite. Est-ce que tu t'appuies sur des outils spécifiquement? Est-ce que tu as un tableau Notion où tu identifies toutes tes thématiques? Tu as parlé de Riverside. Quels sont un peu les outils que tu vas aller mobiliser pour mettre en place ce recyclage de contenu? Pour du coup gérer tout le calendrier éditorial, je suis sur Asana. Je peux voir en avance, enfin je me mets tous les épisodes que je traite à l'avance. Du coup, avec les épisodes solo, je cale toute ma stratégie de communication sur LinkedIn et sur Insta. En fait, ce que je me suis dit à la rentrée, c'est que le podcast est le contenu de base. C'est-à-dire que je crée rarement, sauf des idées qui me viennent comme ça, de contenu en dehors de ça. Et en faisant ça, quand je l'ai fait en septembre, j'avais pu facilement remplir 2 mois de calendrier de contenu en publiant quasiment tous les jours. Parce que de partir de cette matière première, ça structure énormément et ça permet de remplir le calendrier sans être là en train de se dire oh, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc il y a tout sur Asana, que ce soit les épisodes de podcast et les contenus des réseaux sociaux. Ensuite, j'utilise Riverside pour enregistrer et faire les capsules vidéo. Et je traite l'audio sur Adobe Audition. C'est après quelques épisodes que j'ai fait en présentiel que du coup j'ai traité sur Caption pour avoir les sous-titres. Donc je l'ai pas remis dans Riverside, je l'ai traité à part avec CapCut et Caption, mais c'est tout. J'ai pas d'autres choses. Et quand tu disais de mettre en avant le podcast et ça te permettait de publier tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un post sur la partie 1, un deuxième post sur la partie 2. Comment est-ce que tu en déduis du podcast les posts que tu vas publier sur LinkedIn, par exemple? J'identifie en fait un point d'expérience personnelle qui va être plus un post qui va résonner avec l'audience, etc., sur quelque chose de plus personnel, sur ma méthode ou etc. Et puis je vais faire un post qui sera plus technique, plus pédagogique, sur la dimension que j'explore dans le podcast et qui va du coup être quelque chose plus de passage à l'action. Donc il y a plus le côté inspirant, côté passage à l'action. Et après, il y a parfois des tips sur des outils qui sont souvent liés à la stratégie présentée. Et voilà. Et sur la partie interview, c'est des grands moments. J'essaie d'identifier les punchlines de l'invité. Du coup, c'est des grands moments que je mets en avant. Donc tu mets en avant des grands moments et t'en tires des conclusions. T'es plus sur de l'inspirationnel alors dans ce cas-là. Je suis sur l'inspirationnel. Des fois, je fais des connexions avec moi, ce que j'ai vécu, parce que souvent il y a des connexions à faire et du coup, ça vient alimenter la partie personal branding, me découvrir à travers les invités. Donc, je fais souvent ça. Trop bien, merci. Si tu devais donner un conseil à des personnes qui n'ont pas encore mis en place ce recyclage de contenu, parce que quand des personnes comme toi ou comme moi qui le pratiquent depuis quelques années, on décrit notre pieuvre en fait, c'est une pieuvre de contenu, ça peut paraître un petit peu inatteignable. Toi, par quoi tu dirais qu'il faut commencer? C'est quoi la première action pour passer à l'action sur le recyclage de contenu? Moi, je dirais, c'est peut-être de prendre un des épisodes et de le décortiquer, en fait, de partir de la retranscription et d'identifier. Moi, je sais que je l'ai fait en surlignant et ça mettait en avant, en fait, soit des moments un peu citation ou sinon des moments où il y a des conseils. En fait, je pense que quand on se penche sur un épisode,
on voit un peu la structure et ce qui peut ressortir en termes de posts par rapport à ce qu'on fait déjà. Et je pense que c'est déjà un premier pas parce qu'on visualise un peu mieux comment on va pouvoir en sortir des posts. Et si, comme on l'a dit, on a une structure similaire sur ces épisodes, ben, du coup, on va pouvoir réutiliser ce même pattern sur les autres épisodes. Donc tout simplement, utiliser le transcript de son épisode et ensuite se dire, bon, bah, je vais chercher tel type de contenu, plus inspirationnel, plus éducationnel. C'est un peu les deux grands types de contenu avec le divertissement qui existe dans le content marketing. Et se dire, bah, est-ce que je vois sur un épisode ou 2 épisodes des choses qui se répètent et je peux en déduire une structure. Et donc, du coup, pour chaque type de contenu matière première, inspiration, d'associer un type de post ou un type de contenu recyclage. Donc toi, par exemple, ce que tu as fait, c'est des citations. Tu as mis en avant des citations ou des carousels. Exactement. Quels sont, si on devait les lister, un peu les grands types de contenus qui sont associés au côté inspiration et au côté éducation, selon toi? Suivant les plateformes, il peut y avoir plusieurs types de contenus sur l'inspiration. Moi, je vois, par exemple, sur LinkedIn, ça peut être un post écrit qui soit plus en mode storytelling. Donc, je vais introduire, raconter une histoire, mettre en avant un récit que l'invité a pu livrer. Ça peut être une vidéo courte, souvent de moins d'une minute, sur quelque chose qui a interpellé et c'est souvent peut-être le début d'une partie ou le début d'une question pour donner envie à la personne qui voit cet extrait de vouloir voir la suite de ce que la personne va dire, donc en mode teasing. Sur la partie éducationnelle, je vois beaucoup le carrousel qui permet de bien détailler des phases, des étapes, une méthode, une définition. Mais ce que je vois aussi sur Instagram, c'est les réels assez courts qui utilisent juste des petites vidéos où, par exemple, on voit la personne en train de taper sur son ordinateur. Ou même, moi, ce que je fais, c'est que je prends les vidéos de moi en train de faire le podcast, d'interviewer. Donc, je la mets sans son. Et du coup, je tease, oui, voici ma méthode pour. Et en fait, retrouvez-la en description. Et du coup, ça fait des réels qui fonctionnent bien en ce moment, des réels assez courts et qui permettent en description de détailler quelque chose de l'ordre des conseils, de méthodes, etc. Trop bien. Aujourd'hui, comment est-ce que tu répartis ton temps entre ton activité avec tes prestations pour tes clients, la création du podcast, la création de communication pour qu'on on ait un peu une idée de ce que ça représente, tout ça? Alors en ce moment, c'est un peu le chaos parce que, parce que vu que l'activité est en train de pivoter, donc j'ai encore des clients sur mon ancienne activité, le podcast et en la construction du second. Mais en général, sur le podcast et les contenus, sur la semaine, je dois avoir une journée et demie. En termes d'enregistrement, en fait, c'est pas régulier toutes les semaines, c'est-à-dire que je les groupe. Par exemple, cette semaine, j'ai 3 enregistrements. Après, je vais pouvoir être 2 semaines, 3 semaines sans enregistrement. Donc j'essaye de les grouper. Mais oui, ça va être, ouais, 1 journée et demie, sur la partie marketing, contenu et traitement de l'épisode, et cetera, pour me laisser la partie pour les clients et la partie pour mes autres actions de marketing et commercial. Trop cool. Pour donner vraiment envie, finir d'enfoncer le clou pour les personnes qui nous écoutent, tu recommanderais le recyclage de contenu à un podcasteur ou une podcasteuse qui a envie de quoi? Ça va l'aider à quoi? À atteindre quoi? Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que le recyclage de contenu, ça donne une certaine sérénité. Parce qu'on est toujours, en fait, en train de se dire ah mince, là, faut que je fasse mon mois de contenu ou mes 2 prochaines semaines de contenu, de quoi je vais parler, etc. Faut que je sois présente parce que sinon, on va pas entendre parler de moi et de mon activité. Je trouve que si on recentre tout sur le podcast, et même pour ceux qui n'ont pas de podcast, je trouve que c'est l'intérêt d'en lancer un, c'est d'avoir ce contenu riche qu'on va pouvoir exploiter et ne plus avoir à en fait chercher plein d'idées de micro-contenus. On va en fait chercher des idées de contenu pilier, donc nos épisodes de podcast,
qu'on va pouvoir décliner. Et pour moi, c'est une grande sérénité, en fait, parce que on sait où on va. Génial. Merci Jade d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que tu as une ressource écrite, audio, newsletter, physique, papier, outil que tu aurais envie de partager avec nous? Je pense que la newsletter qui m'aide beaucoup, c'est les persos de Maude, une newsletter qui parle de personal branding et qui est très concrète en fait, qui permet, du coup d'avoir, des outils assez concrets pour, améliorer, son copywriting, ses posts, et du coup d'attirer, beaucoup plus de personnes sur ses contenus. Donc je dirais que je ferais cette reco-là. Je suis aussi abonnée à sa newsletter et c'est vrai qu'elle est très chouette. J'en ai parlé dans une newsletter sur la technique de gamification des œufs de Pâques. Si vous voulez aller voir, c'est cette personne qui récompense les personnes qui partagent sa newsletter, ce qui donne cet effet waouh et donne envie de partager encore plus. Merci Jade d'être venue au micro d'Antipop pour partager ton parcours, tes techniques et tes conseils. Je te souhaite une très bonne après-midi et puis à bientôt. Merci Anne-Claire. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.